Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 30 juin 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais faire une petite annonce. Normalement je fais un live sur Twitch tous les mardis soirs, on parle de l'actu crypto, on parle, deux fois j'ai des sujets qui sont préparés, je vais faire des carabistouilles sur mon portefeuille. Eh bien ce mardi, voilà, le lendemain de la sortie de ces news, je ne serai pas en live, je me prends une petite pause cette semaine. Voilà, j'ai envie de me reposer un petit peu. Donc on se retrouvera le mardi d'après, le 8 juillet si je dis pas de bêtises. Voilà, encore plus fort, encore plus chaud pour le live, si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous avez le lien pour Twitch dans la description. Allez, désolé pour cette petite annonce, on commence les news par Ledger. Ah, qu'est-ce qui se passe chez Ledger? Alors, ils avertissent les développeurs de la fin du support pour le Ledger Nano S. Si je dis pas de bêtises, c'est leur premier hardware wallet, leur premier portefeuille. Et honnêtement, bah moi je suis pas je suis pas contre cette décision. Je sais, c'est de l'obsolescence programmée, blablabla, mais je trouve ça plutôt logique, hein. En fait, ça reste un produit technologique et toutes les boîtes qui font des produits technologiques, elles finissent par ne plus supporter leur appareil. Si vous avez une PS2, une PS3, vous pouvez pas la ramener chez Sony et dire j'ai un problème, réparez-la moi. Non, ça ne marche plus, les consoles ne sont plus supportées. D'ailleurs, il y a une console, il y a quelques mois qui a arrêté d'être supportée par des constructeurs. C'est pas la PS3 ? Je suis pas sûr que non, ça me paraît, ça doit être plus vieux la PS3. Bon, peu importe. Du coup, je suis pas hyper étonné par ça et surtout que la Ledger Nano S, moi je l'ai depuis un petit moment, j'en ai encore une qui fonctionne, mais je m'en sers plus du tout. Je suis passé à la gamme du dessus, la Nano S Plus, depuis un petit moment, pour la simple et bonne raison que la Ledger Nano S est extrêmement limitée. En fait, dedans, on doit installer des petits modules pour pouvoir utiliser certaines blockchains, et avec la Nano S, on est ultra limité. On va pouvoir utiliser un ou deux écosystèmes, allez, peut-être 3 grands maximum. Donc bon, ok, il y a pas tout le monde qui va faire des shitcoineries par-ci par-là sur Aptos, sur Sui, sur Solana et compagnie. Il y en a qui restent qu'avec du Bitcoin sur leur ledger. Mais bon, les Bitcoiners, ils ont tellement de trucs spécial Bitcoin Ledger. Ils ont même fait des ledgers spécial Bitcoin. Je pense que ils ont déjà été foutre leur argent ailleurs. je pense pas que ce soit un énorme problème, honnêtement, la fin du support de la fin du support de la Ledger Nano S. Voilà, c'est un produit qui n'est plus de son temps. C'est mon avis sur la question. Je comprends quand même ceux qui trouvent que c'est pas cool d'arrêter le support de la Ledger Nano S, qu'ils sont là que pour le fric, que ça y est, voilà, les pauvres honnêtes gens qui ont acheté une Nano S maintenant, Ledger les force à racheter une Nano S Plus. Bon, voilà, ça reste du capitalisme, etc. Je comprends les arguments des deux côtés, mais c'est mon cas personnel. Moi, j'étais trop limité avec la Nano S et j'ai pas attendu une éternité pour passer à la Nano S Plus. C'est pour ça que quand vous regardez les tutoriels Ledger que j'ai fait sur ma chaîne principale, les premiers c'était avec la Nano S, parce que il y avait pas la Nano S Plus à cette époque. Et les plus récents, je les ai fait avec la Nano S Plus, parce qu'il y a ça doit faire déjà 2 ans que je suis passé à la Nano S Plus, et honnêtement, c'est un des... J'ai pas non plus testé 10 000 portefeuilles, 10 000 hardware wallets, mais c'est un très bon produit, je trouve, la Nano S Plus, par rapport au prix et compagnie. Non, vraiment, c'est très bien. Ensuite, on enchaîne avec Gemini. Alors, on change complètement de sujet là, qui lance des actions tokenisées en commençant par MicroStrategy. Les utilisateurs de l'Union Européenne peuvent donc maintenant trader MicroStrategy 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon, faut avoir un compte sur Gemini et compagnie, ça m'intéresse pas particulièrement. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, ils avaient essayé de faire un petit peu de publicité en Europe. Bon, en tout cas, ça passera jamais sur ma chaîne, hein. Je refuse systématiquement les collabs avec des exchanges. Ça m'intéresse pas. Ensuite, on a les news Bitcoin maximalistes, Metaplanet qui acquiert 1005 Bitcoins supplémentaires pour environ 108 millions de dollars, à un prix moyen quand même d'environ 108 000 $ par Bitcoin. Donc là, ils ont pas peur, MicroStrategy, attention, lapsus révélateur, non, c'est le MicroStrategy japonais, donc c'est Metaplanet. Ils ont pas peur d'accumuler même à 108 000 $. On a le Salvador, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ils continuent toujours leur DCA. Actuellement, ils sont à plus de 6200 BTC. On a les actionnaires de la chaîne de café espagnol Vanadi Coffee qui ont approuvé leur projet d'investir jusqu'à 1 milliard d'euros en Bitcoin. Ça rapporte tant de thunes que ça, le café ? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, écoutez, 1 milliard d'euros qui passe du café à la blockchain. J'avais pas mis autre chose, non. Ensuite, on enchaîne avec les mauvaises news du jour, et celle-ci, pour le coup, c'est juste un pur hasard. En fait, je me suis levé, j'ai enfilé ce t-shirt. Là, vous voyez le t-shirt. Regardez votre écran 2 secondes. Voilà. Vous voyez le t-shirt. Maintenant, laissez-moi vous lire la news.
Elle croyait confier l'héritage de son père à un gendarme. Elle l'a en réalité donné à un escroc. Un Polynésien de 42 ans, gendarme de profession, s'est fait passer pour un expert en crypto-monnaie. Il embobine une sexagénaire, la pousse à investir 50 000 € dans un soi-disant projet crypto baptisé le Shrek. Voilà, j'ai juste mis ça de côté parce que je trouvais la coïncidence magnifique. Voilà, je suis tombé sur la news ce matin, ça m'a fait marrer. Enfin, c'est pas drôle en soi, évidemment, mais juste la coïncidence entre mon t-shirt et ça, c'était rigolo. Je me demande comment on arrive à pousser quelqu'un à investir comme ça 50 000 € dans le Shrek, mais parfois les voies du Seigneur sont impénétrables comme on dit. La victime ne reverra jamais son argent. Au tribunal de Thionville, le mis en cause nie être la personne citée dans le dossier, prétendant même être victime d'une usurpation d'identité. Bon, hein, pas terrible tout ça, si c'est vraiment un gendarme qui s'est mis à escroquer une pauvre petite dame. Ensuite, on a Silo Labs. Alors a priori, il y a eu une faille de sécurité sur une fonctionnalité, c'est écrit à la fin, qui, je vais le traduire parce que j'ai la flemme de le faire de tête, qui est déployée à des fins de test uniquement. Donc, plus de peur que de mal. Je sais pas si j'ai pas mis d'autres posts à côté de ça. A priori, il y aurait eu 500 000 $ de perdus. C'est quand même beaucoup hein, pour une fonction qui est... En test, mais pourquoi pas, admettons, ils assurent que tout va bien autour des smart contracts, autour des markets, des vaults et compagnie. Je veux bien les croire, mais quand même, je garde un petit œil sur Silo Labs. C'est con parce que j'ai vu une autre news, j'avais prévu de parler de Silo Labs dans la Minute DeFi. Je leur laisse quand même le bénéfice du doute. On a Resupply Finance par contre qui se sont fait trouer. Voilà, 9,6 millions de $ de dérobés, un attaqueur qui a manipulé le cours du CVCRV USD. Alors pour ceux qui connaissent pas Resupply Finance, globalement l'idée c'est de mettre en collatéral des sortes de stablecoins qui, c'est même pas des sortes, c'est des stablecoins qui génèrent du rendement et de venir remprunter des stablecoins, voilà, de faire une sorte d'effet de levier comme ça autour des liquidités, des stablecoins. J'ai jamais mis la main dessus, ça m'a jamais trop intéressé, ça faisait trop Ponzi sur les bords. Alors, j'utilise le mot Ponzi à mauvais escient hein, dans ma phrase, mais bon, voilà, sur la DeFi, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui ont l'air sexy sur le papier et dans l'exécution ça marche jamais très bien et je sais pas, ça m'a jamais inspiré Resupply Finance. Bon, c'est pas parce que ça m'a jamais inspiré, voilà, j'ai pas eu le flair ou quoi que ce soit, hein, j'ai pas été fouiller le code, hein, j'avais pas vu qu'il y avait une faille de sécurité sur le protocole, juste ça m'intéressait pas et comme par hasard le truc s'est fait hacker, j'ai pas de don de divination, rassurez-vous. Voilà, il y a eu une faille sur le marché du WST-USR et en gros l'attaquant a pu emprunter une quantité de REUSD qu'il n'était pas censé pouvoir emprunter. On enchaîne, hein, on va enchaîner un petit peu avec les levées de fonds. On commence par Yield XYZ. Alors c'est pas Yield Finance dont j'ai parlé plusieurs fois récemment, rien à voir, c'est un homonyme. De ce que j'ai compris, ils font des outils autour de ce qui va être la DeFi pour faire du yield et compagnie, donc c'est axé plus pour les développeurs. C'est un petit peu comme Orderly. Orderly développe des outils pour faire des protocoles de perpétuel, et Yield il crée des outils pour pouvoir fabriquer, on va dire, des protocoles de Yield. Bon, je suis pas du tout développeur dans l'âme ou quoi que ce soit, donc je laisse ça à d'autres. 5 millions de levées, je sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut spéculer autour de tout ça, mais Orderly par exemple, ils ont bien fait leur airdrop, alors pourquoi pas Yield XYZ, hein, sait-on jamais. On a Zama qui a levé 57 millions de $ avec une préévaluation de 1 milliard de $. C'est un projet qui est sur la narrative du FHE. Alors, c'est Fully, Homo, je sais plus quoi, je m'en souviens plus, je m'en souviens plus, mais en gros, c'est une sorte d'évolution de la technologie Zero Knowledge, si j'ai bien compris. Il y avait Victor Crypto qui avait fait une vidéo qui était intéressante sur le sujet, mais je trouve que ça reste des vidéos de pignoufage sur des white papers, ça m'intéresse pas de se pignouffer sur la tech. Faut quand même pas jeter la tech d'un projet, mais bon, j'ai trop vu de choses se vendre avec une tech révolutionnaire et bidée que maintenant ça marche plus sur moi, ce genre de truc. C'est peut-être un tort hein, que ça marche plus sur moi, mais en tout cas c'est le gros projet qui est dans cette nouvelle narrative, on va dire, et bien souvent quand il y a des grosses techs comme ça qui sont développées,
le temps que ça arrive, ouais, sur le marché, ça peut être assez long. Donc là, ils ont levé 57 millions de dollars supplémentaires, une belle préévaluation, peut-être quelque chose à surveiller. Je sais pas s'il y a déjà un testnet ou quoi que ce soit du côté de Zama, c'est pas impossible. Donc voilà, une blockchain autour de la confidentialité pour ceux que ça intéresse. On a Trusta AI qui a levé une somme indéterminée avec une préévaluation à 80 millions de dollars. Donc Trusta, globalement, c'est quelque chose, alors peut-être qu'ils font d'autres choses, mais c'est un protocole de réputation et d'identité on-chain. Je pense que ça parle à certains par rapport à Linea, par exemple. En plus, on voit Consensus dans les investisseurs, hein. Consensus, ils sont derrière Linea. Trusta, ça permettait d'avoir une sorte de score on-chain par rapport à votre activité, etc. C'est intéressant sur le papier, je trouve, ce genre de protocole de réputation, mais pareil, dans les faits, je suis pas sûr que ce soit terrible, on verra. En tout cas, ils ont levé des fonds. Est-ce qu'ils vont lancer un token? J'en sais rien. On a Spectre. Alors, d'habitude, tout ce qui est jeu Web3 et compagnie, je fuis comme la peste. J'en parle quand même brièvement dans le DeFi Actu, parce que voilà, ça reste quand même un domaine qui m'intéresse énormément, le jeu vidéo. Et là, ça titille un petit peu ma curiosité. On a Spectre Games qui lève 5 millions de dollars, et je vois que ils publient, enfin en tout cas ils sont vendus comme un éditeur de jeux roguelite action roguelite, plutôt dans l'autre sens. Et le genre du roguelite, c'est un genre qui me plaît plutôt pas mal, donc je vais peut-être surveiller Spectre Games, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des trucs intéressants, mais en ce moment, il y a une grosse hype des jeux roguelite et compagnie, et ça a été propulsé par des trucs comme Balatro, même Isaac un petit peu plus tôt. Alors c'est des très bons jeux, et il y a d'autres roguelites qui sont très bien, que peut-être que je découvrirai jamais de ma vie, mais j'ai quand même l'impression qu'en ce moment c'est un peu trop, c'est un peu too much, il y a un petit peu une surabondance de ce type de jeu, et j'ai peur que le public se lasse un petit peu, malheureusement. Alors que c'est dommage, il y a des très bons jeux dans le lot, mais c'est des jeux qui sont aussi très chronophages. Donc attention, attention, prudence sur ce genre de jeux vidéo, ça peut être très addictif. Croyez-moi, Balatro en ce moment, j'y joue tous les jours sur mon téléphone. C'était soit le meilleur, soit le pire investissement que j'ai fait sur le Play Store de Google. J'ai acheté un jeu, ça doit m'arriver une fois tous les 3-4 ans, ça doit être le deuxième jeu que j'achète sur mobile. Aïe aïe aïe, attention, c'est dangereux, Balatro. Bref, on enchaîne avec Neural. Je suis pas sûr de bien le prononcer, mais on est plus à ça près. Ils ont levé 31 millions de dollars et j'ai même pas envie de me fatiguer. C'est une plateforme autour de l'intelligence artificielle, blablabla. J'ai vu un truc que j'avais jamais vu autour des narratifs de ce projet. C'est une plateforme de PEO. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu la foi d'aller creuser, mais n'hésitez pas à me cultiver en commentaire. Est-ce que vous savez ce que c'est le PEO? J'en ai aucune idée. En tout cas, ils ont levé quand même 31 millions de dollars, donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. On a ByzanLink, une plateforme de tokenisation real world assets, institutionnel, machin truc, qui a levé 1 million de dollars. C'est un petit peu léger. Ensuite, on a Glow Finance. Alors, de ce que j'ai vu, c'est sur Solana. C'est un protocole de... Alors, on a un côté prêt et emprunt et un côté restaking surtout. Ça se vend pas du tout comme ça sur Crypto Fundraising. Donc, bon, moi, je me fie à ce que je vois sur le protocole. C'est du prêt de l'emprunt, c'est du restaking. Ils ont levé 9,5 millions de dollars. On retrouve énormément d'investisseurs d'ailleurs à la table. On a notamment Easy Labs. Pour rappel, c'est Binance Labs qui sont renommés il y a quelques temps. Ensuite, on a, c'est toujours pas fini, il y a énormément de levées de fonds depuis la dernière fois, World Liberty Financial qui a réussi à lever encore 100 millions de dollars alors que leur levée de fonds elle est censée être terminée, donc je me demande si c'est pas plutôt une vente de tokens OTC. On a un fonds, alors ils viennent d'où déjà? J'ai pas envie de dire de bêtises, le compte est suspendu. Je me souviens plus si c'était les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, mais il me semble que c'était dans cette zone-là. Voilà, ils ont acheté pour 100 millions de dollars de tokens, et je sais plus qui avait dit ça, mais il y avait quelqu'un qui a dit que c'était probablement par intérêt. Voilà, comme ça, il montre à Trump que, hey, regarde, on a une part sur ton projet, donc tu vas être sympa avec nous, tu vas acheter notre pétrole, ou je ne sais quoi. Hein, voilà, je dis peut-être des conneries, mais... Vous avez l'idée, ça peut quand même être fait par intérêt, ce genre de move. Parce que oui, il y en a pour qui 100 millions de dollars, c'est une petite goutte d'eau. J'aimerais bien que ce soit une petite goutte d'eau pour moi, 100 millions de dollars, mais malheureusement, je ne ferai pas ces vidéos d'actu tous les... Non, je les fais pas tous les jours de toute façon, mais je les ferai clairement pas tous les jours si j'avais 100 millions de dollars dans le compte en banque. Est-ce que je me lasserais pas de tout cet argent? C'est très philosophique tout ça. Allez, on termine les levées de fonds par Kalshi.
Le nom est très bizarre en français. Kalshi, c'est un concurrent très globalement de Polymarket. Ils ont levé 185 millions de dollars et il y a GHZ, peut-être qu'il passera sous la vidéo, au passage coucou à lui, qui disait il y a pas longtemps dans une de ses vidéos que les investisseurs, quand ils ratent le projet X qui est à la mode, ils vont aller sur le projet Y qui copie le projet X qui est à la mode. Et j'ai l'impression que là c'est pas trop le cas. J'ai l'impression que les investisseurs qu'il y a sur Kalshi, ils étaient déjà là sur Polymarket. Paradigme, Sequoia, peut-être que je me gourre, mais il me semble qu'ils avaient investi sur Polymarket. Donc bon, à voir. Moi je pense que les gros investisseurs comme Paradigme et Sequoia, ils sont plus du style à faire le... Mince, j'ai plus le nom de la technique, mais c'est la technique spread and pray, c'est ça. On met de l'argent dans plein de startups et on prie pour qu'il y en ait qui fassent des bons multiplicateurs pour rembourser tout le monde. Bref, ils ont levé 185 millions de dollars, préévaluation à 2 milliards de dollars. Je crois que Polymarket c'était encore plus haut que ça au niveau des préévaluations. Mais voilà, globalement, quand on va sur l'interface, hein, c'est la même chose que Polymarket, on peut voter pour plein de choses. Quand est-ce que le Bitcoin va atteindre 150 000 dollars? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que le mois de juillet va être le mois de juillet le plus chaud jamais vécu? J'en sais rien, moi j'étais pas là à l'ère du paléolithique, hein, ça se trouve il y a eu plus chaud quand il y avait les dinosaures. Bref, j'arrête de dire des bêtises, on va enchaîner avec le reste de l'actu parce que là on s'est déjà bien attardé sur les levées de fonds. Comme d'habitude, on enchaîne après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles et compagnie par la Minute DeFi et je sens qu'elle va être longue aujourd'hui. On commence par Avalanche. Il y a le stablecoin Go qui est disponible maintenant sur Avalanche. C'est un petit peu étonnant parce que il y a pas longtemps j'ai fait une revue de la DeFi sur Avalanche, c'était un petit peu moyennasse, mais mine de rien, il se passe des choses sur cet écosystème. Il y a des protocoles sympathiques qui sont apparus sur Avalanche, notamment Avent Protocol, on va en parler. On a aussi Etherfi, je l'avais passé il y a quelques semaines, qui a amené son Ether staké sur Avalanche. Il y a une pool incentivée sur Balancer. Alors il y a un peu moins d'1 million de dollars de TVL, c'est pas énorme, mais il y a des intérêts bonus en token AVAX. C'est là depuis quelques jours, donc je pense que ça peut durer encore quelques semaines, mais c'est très aléatoire, comme d'habitude sur Balancer. Des fois, les incentives, les intérêts bonus, ça dure 2 semaines, ça dure 2 mois, ça dure 2 jours. Bon, 2 jours, j'abuse peut-être un petit peu, mais voilà. À vos risques et périls, en tout cas si ça vous intéresse, on a cette pool du côté de Balancer qui est plus ou moins sympathique. On a le protocole Avent qui a atteint 80 millions de dollars de TVL, c'est cool pour eux. Il y a aussi un marché qui se lance du côté de Silo, et accessoirement, Silo se lance sur Avalanche. Voilà, je m'attendais pas à les voir sur Avalanche, et y a des liquidités déjà, c'est pas comme quand ils ont essayé de se relancer sur Arbitrum avec USDX et compagnie, il y avait aucune liquidité au début, maintenant ça va, vous voyez, il y a 20 millions de TVL sur le marché autour de l'USDX, c'est cool pour eux, mais au début il y avait que dalle pendant plusieurs jours, et ça montre bien que s'il n'y a pas des baleines, s'il n'y a pas des investisseurs ou quoi que ce soit qui sont sur le coup, la TVL, elle est à 0. USDX d'ailleurs, ils ont lancé aussi des vaults sur Euler Finance et j'ai été voir pour l'instant, il y a 1000 dollars de TVL sur le premier vault et 2000 sur l'autre. Donc autant dire que pour l'instant, c'est pas fameux. Quand il n'y a pas des gros investisseurs, c'est triste à dire maintenant, mais la DeFi Far West de 2021, c'est plus du tout d'actualité. Hein. Maintenant, tout est énormément pipoter. Alors, je vais pas courir au complot ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est juste que la DeFi a évolué et maintenant c'est pas le même jeu qu'en 2021, c'est tout. C'est juste une évolution plutôt logique, je trouve, de la DeFi, et maintenant, si un protocole est pas soutenu par des gens qui ont des thunes, eh ben, il y a très peu de chances que la communauté aille vers le protocole, aille vers un truc qui est à 0. Même vous, hein, moi le premier, hein, s'il y a un protocole qui a moins d'1 million de dollars de TVL, je vais quand même hésiter à aller dessus, donc c'est ultra difficile maintenant pour un protocole qui veut se lancer de 0. Bref, désolé, je m'éloigne, je digresse comme d'habitude. On a des marchés du coup autour du SAV USD, du SAV Bitcoin. J'ai fait une DeFi review sur Avent Protocol sur la chaîne principale, donc je vais pas m'attarder sur ce stablecoin, sur ce Bitcoin synthétique. J'en ai déjà parlé. C'est plutôt intéressant, il y a des boucles à faire du côté de Silo. Toujours sur Avalanche, on a le protocole XSY qui a lancé son vault de points. J'avais fait une vidéo aussi, hein, j'avais parlé d'Avent et de XSY dans la même vidéo, et le vault de points n'était pas encore lancé, ça y est, voilà, on peut déposer leur stablecoin dans un vault pour gagner des points. À quoi serviront ces points? Bon, on n'est pas naïf, on sait évidemment que ce sera pour l'airdrop du protocole. Est-ce que ça vaut le coup en revanche? Là, je peux pas vous le garantir. On change complètement de registre, on enchaîne avec Terminal Finance, ils ont lancé des
des vaults de pré-déposit, donc on peut déposer depuis Ethereum des USDE, des bitcoins wrappés et de l'Ether dans les vaults du côté de Terminal Finance. C'est un protocole qui va se lancer sur la blockchain Converge, donc la blockchain d'Ethena entre autres. Ça sent quand même la blockchain de baleine un petit peu. Je sais pas si c'est particulièrement intéressant d'aller farmer ces vaults de pré-dépôt. J'ai été voir un petit peu en détail et j'ai pas bien compris comment ça marche. En fait, quand vous allez déposer de l'Ether, ça va être, ils vont faire un petit peu comme Blast. Ils vont les faire travailler les Ethers, ils vont les faire travailler chez Etherfi. Et si vous déposez des USDE, bon bah ils vont les faire travailler chez Ethena évidemment via le SUSDE. Et j'ai pas bien compris comment ça se passe autour du yield. Je sais pas si on récupère le yield, en tout cas on récupère des points, mais j'ai l'impression qu'ils gardent le yield pour eux. Et ça je trouve que c'est un petit peu suspect. Alors peut-être que j'ai mal compris en lisant ce qu'il y avait écrit sur le site. Il y a une sorte de crédit qu'on pourra récupérer quand le protocole sera lancé. On a Coinbase qui déploie deux nouveaux assets. Il y a pas longtemps c'était Doge et XRP. Maintenant on a le CB Cardano et le CB Litecoin qu'on peut échanger. On peut faire de la DeFi avec sur la blockchain Base. C'est super, c'est génial. Bon, moi j'ai pas de Cardano, j'ai pas de Litecoin, donc c'est pas super, c'est pas génial pour moi, je m'en fiche un petit peu. Encore une news sur AAV, j'avais oublié que j'avais mis ça de côté. On a le dernier vote qui est passé favorablement sur la gouvernance d'AAV autour du déploiement sur Aptos. Donc ça arrive bientôt, AAV va débarquer sur Aptos, on en reparlera quand ce sera le cas évidemment. À tous les coups, il y aura des incentives de la part d'Aptos sur le protocole AAV, mais je pense pas que ce sera hyper intéressant non plus. Ce sera pas comme AAV sur Polygon en 2021, mais ça vaudra probablement le coup d'œil, on en reparlera. Tant qu'on parle d'Aptos, on a le volume autour des NFT sur Wapal qui est en train d'exploser. Alors bon, ça reste quand même léger, hein, ça reste quand même pas foufou, mais c'est reparti à la hausse. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il y a de la spéculation par rapport à un airdrop ou quoi que ce soit? Aucune idée. Du côté de la blockchain Sui, alors j'ai vu deux posts sympathiques de 0x CryptoCook. On commence par Magma Finance qui lance un système à points sur Sui. Bon, Magma Finance c'est globalement Momentum en moins bien. Si vous me suivez un petit peu, vous avez entendu parler de Momentum. C'est un DEX de liquidité concentrée. Magma Finance c'est la même chose. Pour l'instant, le gros des pairs qu'il y a sur Magma Finance c'est autour du Sui et des versions stakées. Donc moi ça m'intéresse pas trop pour le coup. Mais bon, si jamais il y en a qui ont du Sui, allez jeter un œil du côté de Magma, peut-être qu'il y a des choses sympathiques à faire. On a Momentum Finance aussi, on est actuellement dans la phase WAGMI qui débute le 16 juin et qui termine le 8 septembre prochain, et comme le relève toujours 0x CryptoCook, il s'avance pas mal sur l'airdrop de Momentum qui serait l'un des plus gros de tous les airdrops sur Sui. Alors honnêtement, il y a eu des airdrops sympathiques sur Sui, il y a eu Walrus, il y a eu Deepbook, il y a eu SuiNS aussi, et peut-être qu'il y en a encore un ou deux que j'oublie. Mais c'est pas... Voilà, je trouve que la compétition, elle est pas folle non plus. Je pense que c'est pas que aisément un projet pour arriver à faire un meilleur airdrop, mais je leur laisse le bénéfice du doute, je demande à voir. En tout cas, je farme un petit peu de mon côté Momentum, mais c'est un des projets que j'attends sur Sui. On enchaîne toujours sur l'écosystème Sui avec Adenii, donc le CEO, hein, si je dis pas de bêtises, dans le cofondeur de Mysten Labs, et évidemment voilà, en gros c'est le patron de Sui. Eh bien il nous donne une petite update par rapport au Sui Play, le fameux Steam Deck de Sui que j'ai précommandé. J'ai hâte de l'avoir, j'ai hâte de vous en faire une petite review. D'ailleurs je dis ça, je dis rien, mais je suis probablement celui qui a le plus parlé de l'écosystème Sui, et ils sont jamais venus m'approcher pour faire un partenariat, les salopards. Allez, mais ça m'empêchera pas de dire du bien ou du mal de Sui, hein, j'en ai rien à foutre. Je l'attends à pas ferme ce Sui Play. A priori, ce sera envoyé autour du mois de septembre. Donc ils avaient dit que ce serait pour l'été. Ouais, ce sera vraiment pour fin été, voire début automne. Bon, on a l'habitude avec les délais sur les projets crypto, ça me choque pas. C'est pareil, hein, dans le jeu vidéo, les délais c'est rarement respecté. J'ai quand même hâte de mettre la main dessus, j'ai très très hâte. Un petit mot sur Etherlink, la saison 1 va bientôt terminer, on a la date de fin, c'est le 16 juillet, alors j'ai un petit peu déserté l'écosystème Etherlink, voilà, j'ai farmé quelques temps dessus, je suis parti assez vite, mais mine de rien, il y a encore des trucs sympathiques, hein. J'ai jeté un œil par exemple sur Superland, il y a toujours autour de 14 à 20% d'intérêt à choper sur du stablecoin, c'est
pas si mauvais. On a aussi un truc sympathique sur Bitcoin, sur Ether et sur Tezos évidemment, vu que c'est le token de l'écosystème. Et d'ailleurs, Etherlink, eh ben ils sont dispo maintenant sur Jumper. Voilà, on peut bridger directement via Jumper, on peut faire des swaps là-bas, c'est cool. Allez, on enchaîne avec un mini point airdrop. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quelques trucs à aller vérifier. Peut-être que vous êtes éligible à un airdrop par-ci par-là. On commence par l'écosystème Solana. Il y a le checker de l'airdrop de DeFi Tuna qui est live. Malheureusement, j'en ai parlé de DeFi Tuna, mais un peu tard. J'en ai parlé littéralement quelques jours avant la snapshot. Donc bon, pour ma part, je n'ai pas eu le temps de le farmer, c'est dommage. En fait, j'avais juste identifié une stratégie en delta neutre autour du Fartcoin. On pouvait shorter sur Hyperliquid et en même temps être exposé à la hausse sur DeFi Tuna. C'est un petit peu le extra finance de Solana. Donc on pouvait avoir un rendement sympathique des deux côtés. La stratégie delta neutre était pas mal du tout, mais je l'ai pas mis en place sur le portefeuille de la chaîne YouTube, dommage. Donc je suis passé à côté. Bon, il y aura probablement une saison 2 et compagnie, je pense pas que ça vaille le coup, mais s'il y a des stratégies sympathiques de DeFi à faire sur le protocole, pourquoi pas. À surveiller en tout cas, et si jamais ça vous dit quelque chose, si vous avez interagi avec, eh bien allez voir si vous êtes éligible. Je crois que j'ai pas encore mis le lien sur le track, mais j'essaierai d'y penser, et dans tous les cas, vous aurez le lien dans la description. On a aussi l'airdrop de Fragmetric, toujours sur Solana. Alors il me semble que c'est un projet de restaking. Ça m'intéresse pas, je l'ai pas farmé, mais si vous avez interagi de près ou de loin avec Fragmetric, allez voir si vous êtes éligible. Il me semble que le token est déjà lancé, qu'on peut l'échanger. Donc voilà. Pour le coup, DeFi Tuna, le token n'est pas encore lancé. On peut juste voir si on est éligible. Un dernier airdrop pour aujourd'hui, c'est KittenSwap. Voilà, l'airdrop est lancé, 35% de la supply a été distribuée, par contre sous forme de VE Kitten, de VE token. C'est pas cool ça, c'est pas comme Hyperliquid. Alors on essaye d'airdropper 35% à la communauté, mais c'est un token vesté. Oh, bah alors, on vous voit venir. Bon, Solana, ils ont fait la même chose sur Aptos, ils ont fait un airdrop de VE token. Le problème des VE tokens, c'est que pour ce qui est d'Aptos, pour ce qui est de Solana, c'est qu'ils sont vestés sur 2 ans. Là, pour KittenSwap, j'ai pas été voir les conditions de vesting, j'espère que c'est pas comme sur Aptos avec Solana. En attendant, les détenteurs de tokens peuvent toujours voter, j'imagine, peuvent toujours aller récupérer du yield en attendant, ça sera toujours ça de prix. Voilà, si vous avez été actif sur HyperEVM, sur KittenSwap, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible, vous avez peut-être quelque chose à récupérer. Mais je vous préviens, ce sera pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir dumper facilement, voire peut-être pas du tout maintenant. Allez, pour terminer, le même du jour, et j'en ai même 2 pour aujourd'hui, on va commencer par Kaeno. Alors Kaeno, j'en ai parlé brièvement dans un des derniers DeFi Actu, dans le dernier live aussi, je m'étais un petit peu plus attardé, mais là il faut que j'en reparle, parce qu'ils ont fait un post le 26 juin pour dire fin de l'ICO dans quelques heures, et si on allait sur leur site le 27, le 28 juin, l'ICO était encore en cours, et d'ailleurs dans leurs mentions légales qui ne sont pas légales, il y a écrit que le jeton Kaeno ne présente en aucun cas un investissement, et ils font une prévente du token Kaeno avec un bouton investir. Enfin, il n'y a rien qui va sur ce projet, c'est un des rares cas. Il faut que je vous montre aussi le post récent que j'ai fait autour de Kaeno. J'en ai fait un autre parce que maintenant, le site est en erreur 526, on ne peut plus accéder au site, voilà, ça n'est plus accessible. Oh, tiens, on dirait qu'on essaye de disparaître, Kaeno. Oh, c'est pas terrible, hein. Pour une fois que le fait qu'il y ait des gens qui râlent sur Twitter, ça sert à quelque chose. D'habitude, les gens, ils râlent pour n'importe quoi, mais là, c'est rare. À quel moment on accepte d'être payé par ce genre de projet? Faut vraiment avoir besoin d'argent, honnêtement. Mais voilà, les gens ont râlé, ça leur a fait une très mauvaise publicité, et pour de bonnes raisons. Enfin, c'est un projet qui était juste là pour vendre un token à la con avec une fausse prévente. Voilà, je suis sûr que les chiffres qu'il y avait sur le site, il y avait soi-disant déjà 45% des tokens qui étaient vendus, je suis sûr que c'est du pipeau, que c'était faux tout ça. Ils se vendaient comme le futur de l'apprentissage on-chain, machin truc, enfin, ça puait le scam à des kilomètres. Peut-être que je suis méchant dans mes termes, peut-être que c'est juste des gens qui n'imaginaient pas que leur idée était très mauvaise et que leur tokenomics était horrible, mais il y avait que des red flags autour du projet, et c'est pas la première fois qu'on a des trucs qui sont scammis sur les bords comme ça, qui font des sponsors, et qui arrivent quand même à vendre malgré le bad buzz, malgré le drama. Là, pour une fois, ça a l'air de les avoir vraiment éteints, Kaeno. Et je suis presque fier que, pour une fois, voilà, le fait qu'il y ait des gens qui râlent, ça marche, et qu'ils essayent de s'effacer un petit peu. Bon, j'espère qu'il y a personne qui a été investir sur ce truc parce que ça pue à des kilomètres. Bref,
On termine avec un deuxième mème du jour. J'avais dit que j'en avais un deuxième sous le coude. J'ai reçu un commentaire, même plusieurs commentaires sur YouTube qui étaient complètement lunaires. Voilà, quelqu'un qui me dit que l'arnaque consiste à pousser ma communauté à faire des transactions dans la DeFi sans jamais évoquer les conséquences fiscales de ces actions. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a dû écouter 2-3 de mes vidéos, parce que dans les DeFi Actu, je le dis régulièrement, hein, que quand vous passez de crypto à euro, il y a la fameuse limite des 305 €, qu'il faut déclarer au-delà de tout ça. Et juste, ça va de soi en fait. Je fais un contenu qui est pas pour les néophytes, pour les gens qui ont déjà un pied quand même dans la DeFi, hein. Donc normalement, à ce niveau-là du parcours, les gens sont quand même censés déjà savoir, déjà avoir conscience qu'il y a des conséquences fiscales sur ça. Bref, désolé, ça m'a touché un petit peu personnellement le commentaire, mais voilà, ça me termine de voir ce genre de choses sur la chaîne. En tout cas, si tu passes par là, hein, à Petite Âme qui a mis ce commentaire, eh bien n'oublie pas qu'il y a des conséquences fiscales si tu fais des actions sur la DeFi. Voilà, tu es content, je l'ai dit? Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.